Bon, du coup, on va passer à un nouveau thème qui est l'exploitation des corps du Sud, précaires et racisés, qui sont donc nos mères, et nous, les enfants, qui sont des objets de transaction dans tout ça. On a souvent un petit peu l'habitude de penser que les enfants du Sud sont un peu dans des situations compliquées, qui vivent dans un monde sauvage, qu'on serait complètement abandonnés à notre sort, et que les personnes blanches qui viendraient dans nos pays sont justement des personnes qui viendraient un peu nous sauver dans tout ça. Mais je pense qu'on explique souvent pas bien tout le mécanisme en fait qui se cache euh, derrière l'adoption et les relations de pouvoir nord-sud qui sont très très forts. Il faut quand même comprendre que souvent ce qui se cache derrière l'adoption, ce sont l'exploitation des corps des mères du Sud qui justement sont là pour produire des enfants, pour remplir une sorte de désir en maternité blanche. Et ce qu'on peut souvent constater, c'est que, disons que le besoin de l'enfant ou la priorité de l'enfant, comme on le dit par exemple dans les lois internationales, passe souvent au second plan, puisqu'on se retrouve un peu dans une sorte de production, de business de l'adoption, euh, où justement les mères du Sud sont là pour produire ces bébés. Faut savoir aussi, j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais je pense que c'est assez intéressant de mettre ça en avant. Euh, il y a beaucoup plus de personnes qui demandent en adoption que de bébés disponibles. Et donc, il y a aussi tout un jeu en fait qui est créé derrière et derrière justement ce désir en maternité. Il y a autre chose qui est assez important aussi à préciser, c'est que qui peut adopter? C'est-à-dire quelles sont les couches socio-raciales qui ont accès à l'adoption. Et par exemple, par expérience personnelle, et quasiment tous les adoptés que moi j'ai dans mon entourage ou que je connais, on est tous de classe moyenne ou haute. Donc on voit très bien que le patron aussi de qui c'est qui peut adopter, ce sont souvent des personnes qui ont une aisance économique. Par exemple, ça pourrait être une question un peu rhétorique, un peu attirée là, mais pourquoi, par exemple, des personnes qui seraient de couche sociale plus basse, pourquoi ces personnes-là, justement, n'auraient pas accès à l'adoption? Puisque ce sont aussi sûrement des personnes qui veulent avoir des enfants et qui se retrouvent peut-être aussi face à des difficultés pour pouvoir créer une famille. Ce qui est assez intéressant, quand moi je parle souvent du fait qu'on est un peu, nous les enfants, adoptés, des objets de transaction. Je fais un peu le parallèle avec le fait que je nous vois un peu comme des voitures avec option. Et pourquoi je dis ça? Parce que par exemple, à mon époque, les personnes qui allaient adopter au Sri Lanka pouvaient choisir la couleur de la peau, pouvaient choisir le sexe, pouvaient choisir si les enfants avaient des maladies ou non. Euh, et c'est allé très très loin parce que du coup, comme on savait euh, que c'était des enfants qui devaient être assimilés, et qui devaient ressembler le plus possible à des personnes blanches, il y a aussi tout un trafic qui s'est monté derrière où on obligeait directement les mères sri-lankaises à avoir des relations sexuelles, donc on parle de viol, avec des hommes blancs pour avoir justement des bébés plus clairs, pour que cela réponde un peu plus, disons, au désir en fait des parents blancs. Et moi, clairement, une question que souvent je me pose, ou j'essaie de tirer un peu, euh, en rapport avec l'adoption comme une méthode reproductive, c'est un peu de savoir en fait si l'adoption ou le droit en fait d'avoir un enfant, déjà si c'est un droit, point d'interrogation, d'avoir un enfant, et secondement si c'est seulement un privilège blanc et de race donc et de classe. Oui, donc la question du droit, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je me la pose. Est-ce que c'est vraiment un droit? Non, je pense pas que ce soit un droit, celui d'avoir un enfant. C'est un désir, c'est une envie, mais un droit au niveau juridique, légal, non, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de loi qui donne le droit comme ça à avoir des enfants. Et pourtant, on voit dans ce système de l'adoption que tout est fait quand même institutionnellement parlant en faveur des familles qui adoptent. Et donc, tu as fait référence aussi à ce qu'on peut appeler les critères d'adoptabilité, ce qui va Mhm. rendre un enfant adoptable, désirable. Ça va être des critères physiques et aussi de validité, parce que je pense qu'il y a quand même
Enfin non, je le pense pas, c'est des faits. Après, j'ai pas non plus les chiffres en tête, mais il y a quand même plus d'enfants en bas âge valides qui sont adoptés. Et en fonction aussi de ces critères-là, il y a un prix qui est fixé. Enfin, ça, il faut pas se leurrer aussi. Le fait, comme tu as dit, qu'on est Ben, des objets, les adoptés sont des objets de transaction. Il y a un certain prix fixé en fonction de ces critères d'adoptabilité. Tu moi, voulais rajouter quelque chose? juste sur par exemple, le truc des âges, je sais on n'est plus recherché entre 0 et 5 ans. C'est ça la différence d'âge. Et après 5 ans, on commence à être un petit peu problématique pour rentrer dans les familles, disons. Oui, parce qu'on est moins assimilable quelque part. Puisqu'on Mm. a on a déjà intégré un langage, on a déjà intégré une culture, donc c'est plus difficile aussi de s'adapter, quoi. Et du coup, ce que tu disais par rapport à l'exploitation des corps des femmes racisées du Sud global, moi, ça me fait penser aussi au livre de Françoise Vergès qui s'appelle Le ventre des femmes, qu'elle a écrit, qui est paru en 2017, et dans lequel, justement, elle revient sur, dans les années 60-70, justement, à l'époque où les femmes en France hexagonale réclamaient le droit de disposer de leur corps et notamment le droit à l'avortement, eh bien, dans les territoires d'outre-mer, et en particulier, donc là, elle donne l'exemple de l'île de la Réunion, on avortait, enfin, les institutions, les médecins, enfin, il y avait vraiment toute une organisation qui était faite pour stériliser et avorter des femmes sans leur consentement, en fait. Donc voilà, ce paradoxe entre ce qui se passe en métropole, donc ce qu'on peut imaginer à l'égard des corps des femmes blanches, du coup, majoritairement, qui donc, où le droit à l'avortement est encore criminalisé, et puis le fait de le faire comme ça impunément sur des corps de femmes racisées. Donc je pense qu'il y a un petit parallèle à faire aussi là-dessus. Enfin, c'est intéressant de voir encore une fois dans l'histoire comment on va exploiter des corps de femmes racisées, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être considérés comme des femmes, en fait, aussi. Mhm. Et, et du coup, pour donner aussi des exemples un petit peu concrets, on a réfléchi à des exemples de célébrités, parce que ça, c'est devenu aussi un phénomène de mode à un moment donné, et ça l'est encore, à Hollywood, notamment les célébrités qui ont adopté, en fait. Et alors, c'est lié au fait que certaines célébrités, donc les femmes notamment, parce qu'il y a aussi cet impératif sexiste lié au patriarcat de ne pas de convenir à l'image que l'on renvoie en tant que femme, donc c'est-à-dire mince, etc. Et donc, pour ne pas que leur corps se transforme, il y a certaines célébrités qui assument le fait de ne pas tomber enceinte, et donc de faire travailler le corps d'autres femmes, donc en l'occurrence souvent des femmes racisées du Sud, de faire travailler leur corps à leur place pour obtenir un enfant. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que ça passe en plus pour un acte antiraciste, quoi. Donc c'est en plus leur acte d'adoption est mis en valeur, quoi. Donc il y a en plus des récompenses symboliques qui sont attribuées aux familles qui adoptent. Donc, pour citer un exemple, il y a Madonna, par exemple, Madonna qui a adopté 4 enfants dans un État africain, le Malawi. Et en fait, il y a eu des grosses polémiques autour de ces adoptions, puisqu'elle a notamment fait en sorte de couper les ponts avec la famille biologique de la deuxième enfant, donc la deuxième fille qu'elle a adoptée. Et donc, la famille biologique, on a parlé dans les médias et tout que Madonna avait clairement décidé de couper le lien avec la famille biologique. Et alors, pour citer d'autres actrices, il y a Charlize Theron qui a adopté en Afrique du Sud, il y a Meg Ryan qui a adopté en Chine, Angelina Jolie, ça on connaît aussi, qui a adopté au Cambodge, en Éthiopie. Donc il y a toute cette mode-là à Hollywood, et à côté de ça, il y a aussi une mode des mères porteuses qui est en train de Juste, surgir à côté de l'adoption. juste avant que tu parles, pardon, je te coupe sur les mères porteuses. Je pense que c'est assez intéressant ce que tu dis, le truc sur ça les fait passer pour des antiracistes ou des trucs comme ça, parce que tu sais, ça me fait un peu penser au truc du métissage.
Tu vois, dans les familles où il y a une personne racisée et l'autre personne blanche et qui a été vendue pendant des années comme ah, regardez, on va arrêter le racisme, on va faire des bébés métis et puis ça va s'arrêter, quoi. Et c'est un peu, il y a un parallèle assez intéressant, je trouve, à faire entre les deux trucs. Exactement. Et c'est intéressant aussi le parallèle, on pourrait le pousser jusque la fétichisation qu'il peut y avoir aussi, que ce soit par le biais des métissages, de la part des parents qui sont blancs, qui vont. Enfin, il y a des parents blancs, clairement, qui vont fétichiser leur enfant parce qu'il est racisé. Hein. Moi, je pense à. Comment elles s'appellent, là, les sœurs bah, ça me reviendra après, mais des célébrités qui sont négrophiles comme ça et qui mettent en avant le fait qu'elles ont des enfants métis, quoi. Mais moi, Enfin, j'en ai rencontré plein. Enfin, moi, je travaille avec tout type de gens. Et enfin, chez les mères blanches, c'est un truc qui revient assez régulièrement, hein. Donc, il y a des gens qui travaillent le truc et tout, mais c'est un patron qui se retrouve. C'est pas un cas exceptionnel une fois de temps en temps. oui, ça m'est revenu, c'est les Kardashians, en fait, qui mettent des photos comme ça, qui sont hyper fiers de montrer leurs enfants métis noirs. Voilà. Et c'est pareil, je pense qu'il y a une forme peut-être aussi de fétichisation qu'on peut retrouver de la part de parents qui adoptent des enfants racisés. Enfin, je sais que moi, pour ma part, on m'a souvent dit que je ressemblais à une petite poupée. Ma mère était contente, elle était toute fière dans la rue quand on l'arrêtait, quand j'étais enfant et qu'on disait que je ressemblais à une petite poupée asiatique, quoi. Donc, bon, je pense qu'il y a aussi une fétichisation qui est Moi, je pas clairement. pense que ça doit dépendre peut-être un peu aussi des certaines racialités ou pas, parce que moi, j'étais plus vue comme le singe, tu vois, ou le sauvage, ou le truc comme ça, où les gens m'appelaient souvent la gitane quand j'étais petite, et je comprenais pas. Et en fait, j'ai plus compris quand je suis venue vivre en Espagne, parce qu'ici, l'anti-gitanisme est très très fort. Et ouais, j'ai compris après pourquoi c'était quoi. Mais je pense que tu avais un peu le truc fétichisation, mais dans un autre domaine, dans un truc super négatif, quoi. Ouais, c'est vrai que enfin, ce qu'on avait déjà abordé ensemble, les mêmes versants le versant et le revers d'une même médaille, quoi, le mauvais et le bon sauvage, quoi. Enfin, c'est Totalement, ouais, ça, c'est ouais. ça. Moi, je suis assez régulièrement les cas de corruption internationaux et j'ai arrêté de compter cette année. Enfin, les numéros, c'est vraiment. Enfin, j'ai arrêté parce que je devais déjà être à 200 000 en quelques mois. Et entre un cas par ici, un cas par là, un cas par ici, 20 000 par ici, 30 000 par là, ça va vite, quoi. Et en fait, beaucoup de pays du Sud, quasi la totalité, on va dire la grande majorité, parce que j'ai pas les chiffres exacts, euh, on est des cas de corruption. Donc ça explique aussi bien le rapport entre ce que tu es en train de dire, quoi. Oui, ce qu'on avait déjà abordé aussi au préalable, c'est l'idée que les orphelins de papier, tu sais, les orphelins de papier, c'est-à-dire ceux dont on va fabriquer une identité à travers leur dossier d'adoption avec une fausse date de naissance, avec voilà. C'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est. Tu dis qu'il y a beaucoup, beaucoup de. Tu as arrêté de regarder tellement il y avait de chiffres, en fait, de cas. Mhm. Et c'est quand même révélateur, du coup, que c'est systématique, quoi. Enfin, Et c'est c'est vraiment majoritaire. quelque chose C'est vraiment qui est majoritaire, majoritaire. en effet. Ouais. C'est Donc, pas un petit cas isolé de trafic par-ci, par-là. Et voilà. et enfin, c'est juste une petite com moi à la fin parce je voulais parler un peu aussi du truc du féminisme peut-être libéral un tout petit peu plus, si on voulait le tirer et aller jusqu'aux droits des LGBTI. Parce que moi, par exemple, je me positionne pas mal contre l'adoption des personnes LGBTI, mais pas parce que ce sont des personnes LGBTI. Je suis aussi contre l'adoption internationale pour des personnes adoptées, mais je mets derrière tout l'idée de ah regardez qu'est-ce qu'on est progressif, regardez qu'est-ce qu'on est ouvert, on arrive et en fait on répète des systèmes de moi ce que je pourrais appeler quasiment de la capitalisation de l'enfance pour encore une fois remplir un désir blanc en fait, un désir blanc d'enfant, et en fait on cache un petit peu tout ça sur derrière une nouvelle accès aux droits en fait pour certaines couches de la population, mais c'est toujours des populations blanches en fait. Et c'est assez intéressant de voir
tout ce qui se passe derrière tout ça. Et je sais que moi, on me dit que je suis homophobe parce que souvent, on m'attaque sur l'idée de ah, mais c'est parce que tu es rétrograde, tu veux pas que. Ben, je fais, mais en fait, je suis lesbienne, donc ça va pas marcher le truc que tu es en train de m'expliquer. Et moi, j'ai un peu du mal avec ce concept que on cache toujours derrière le progressisme ou derrière une certaine idée de la moralité de l'exploitation des mers du Sud, en fait. Mmh mh. Ouais, c'est vrai ce que tu dis que en général, enfin c'est un débat très compliqué. Je pense notamment au débat aussi de la PMA par exemple, où moi aussi j'ai pas une, enfin j'ai l'impression que ce débat-là, il impose une vision binaire des choses. C'est-à-dire soit tu es pour, soit tu es contre. Et dès que tu essaies de rapporter un point de vue un petit peu plus complexe, nous, en tant qu'adoptés, je pense qu'on a notre mot à dire aussi, parce qu'en tant Mhm. qu'identité qui a des origines, enfin, par exemple, au niveau de la parentalité plurielle, etc., enfin, on aurait notre mot à dire dans ce débat-là. Sauf que dès qu'on contredit celles et ceux qui sont pour, qui défendent la PMA. Si on contredit ne serait-ce qu'un petit peu, bon, sans rentrer dans les détails parce que bon, c'est pas forcément le sujet de cette discussion, mais c'est intéressant de montrer que voilà, on a que on est tout de suite, comme tu dis, relégué en tant que, enfin, dans le camp adverse, c'est-à-dire ceux qui sont Des conservateurs, de droite, voire procato-conservateurs. d'extrême droite, voilà. Alors que nous, on se pose la question de l'identité, on se pose la question de l'enfant une fois adulte, puisqu'on a déjà traversé toutes ces étapes-là aussi et toutes ces réflexions-là. Donc, on se met à la place, on essaie de se mettre à la place des futurs enfants qu'auront ces personnes-là, quoi. Et ça en revient un peu à l'idée qu'on a développée un peu avant les adoptés ne deviennent jamais adultes. Donc n'ont jamais leur mot à dire selon certains problèmes sociaux ou ce genre de dynamique.